Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre nouveau numéro de ce matin. Je commence cette émission avec une pensée pieuse pour notre fille qui nous a quittés depuis hier, le soir. Hop, la fille de mon très cher frère Chiko Chishiko. C'est mon homo. Je suis Godefroy Ilunga, lui c'est Godefroy Chishiko. En plus de cela, je suis son fils parce que il a donné mon nom à son troisième garçon. Donc, nous sommes vraiment éprouvés. Ça nous fait de la peine de perdre cette fille qui avait un peu déjà grandi. Elle n'a pas tellement souffert. Elle a fait 2 jours seulement de petite maladie. Et puis, hier là, nous avons été surpris d'apprendre que la fille nous avait quittés. Ça fait de la peine, comme je l'ai dit, mais en tout, comme Job l'avait dit, tout ce que nous pouvons dire, c'est que l'Éternel qui l'avait donné, c'est lui l'Éternel qui l'a reprise. Nous saurons le pourquoi. Nous allons savoir le pourquoi. Comme des hommes, ça nous fait de la peine. La séparation n'est pas facile, mais nous savons qu'en toute chose, Dieu est au contrôle, comme il nous a dit, que tout ce qui nous arrive concourt à notre bien. Nous ne pouvons pas pour le moment comprendre en quoi cela peut concourir à notre bien, mais nous savons par la foi que ça concourt toujours à notre bien. Donc mon frère Chiko, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est beaucoup de courage et que Dieu vous assiste. Avec ma maman, hop, dans cette dure épreuve. Elle m'a envoyé un message hier, je sentais vraiment de la peine qu'elle éprouvait de la disparition de cette fille qui m'était très proche, qui m'était très familière. Qu'est-ce que nous pouvons dire d'autre sinon d'accepter ce qui est arrivé et de remettre tout entre les mains de Dieu. Cela étant, ce matin, j'avais entendu parler sur deux petites choses que nous entendons souvent dans les médias, surtout de la bouche de ceux qui combattent le projet du changement de la Constitution. Je vous avais déjà dit, je soutiens entièrement le changement de la Constitution. Je vous ai montré hier comment cette Constitution, Kabouya disait que c'était la malédiction pour le pays, mais je suis enclin à le rejoindre parce que je vous ai montré comment cette Constitution donne le flanc à tous ceux qui envient notre territoire, en permettant qu'à un moment ou à un autre de l'histoire de notre pays, nous puissions être amenés à céder le territoire. Mais on nous dit qu'on ne peut pas aujourd'hui procéder au changement de la Constitution parce que cela consacrerait la partition du pays. Et cela étant donné que la Constitution elle-même a déjà interdit de procéder à la révision pendant que le pays est en guerre ou qu'il y a l'état de siège. Je tiens à dire que les dispositions qui sont invoquées pour s'opposer au changement de la Constitution ne sont pas appropriées. Parce que ce sont des dispositions qui sont relatives à la révision constitutionnelle. Donc, on ne peut pas invoquer les dispositions qui interdisent la révision constitutionnelle
lorsque nous parlons du changement de la Constitution. Je vais y revenir. Mais qu'on nous dise que cette Constitution risque de consacrer la partition du pays parce que l'Est du pays est occupé. Ce qui ferait que, en cas d'adoption d'une nouvelle Constitution, la population qui occupe les parties occupées par les M23, que cette population risque de ne pas se reconnaître dans la Constitution. Moi, je trouve que c'est un faux prétexte. Un faux prétexte pourquoi? De un, qui dit que jusqu'au moment où on va passer le nouveau texte au référendum, l'Est du pays sera toujours occupé. N'est-ce pas être en quelque sorte un prophète des malheurs que de dire qu'on ne peut pas envisager aujourd'hui le changement de la Constitution parce que lorsqu'on va organiser le référendum, l'Est sera toujours occupé. Nous n'avons pas l'avenir entre nos mains, n'est-ce pas? Nous n'avons pas l'avenir du pays entre nos mains. C'est Dieu seul qui tient l'avenir. Il tient le présent, le passé, le présent et l'avenir. Donc, il peut se faire aussi. Il y a des accords qui viennent d'être signés. Il peut arriver que dans l'entretemps, le pays soit totalement libéré et que nos compatriotes qui occupent les territoires actuellement sous occupation du M23, que ces patriotes puissent aussi se retrouver libres de participer au référendum. Mais des deux, en vertu de quel principe peut-on interdire à notre pays, à notre peuple, de se prononcer par voie référendaire lorsque une partie de notre territoire est occupée? Quel est le principe qui dit ça? Je n'en vois aucun, sinon, comme je l'ai dit, une disposition de la Constitution que nous entendons remplacer. Quelle est la personne à qui cette population, parce que la question de l'acceptation de la Constitution, c'est une question politique. Mais quelle est la personne qui a pu consulter cette population de l'Est à laquelle celle-ci a pu dire qu'en cas d'adoption de la Constitution, pendant que nous sommes occupés ici, nous n'allons pas nous reconnaître dans la nouvelle Constitution? Quelle est cette personne qui peut dire ça? Quelle est cette personne à qui cette population a pu le dire? De trois. Mais il n'y a pas longtemps, ceux qui aujourd'hui parlent de l'occupation d'une partie de notre territoire, de la population qui risque de rejeter la Constitution et de ne plus se considérer comme citoyen de la République démocratique du Congo seulement parce que la Constitution a été adoptée pendant qu'elle est occupée par des forces étrangères, que cette population puisse ne plus se reconnaître dans la Constitution. Mais ceux qui le disent là, il n'y a pas longtemps, ils ont fait pression pour que nous puissions organiser les élections à tous les échelons. On a organisé les élections présidentielles. Quelle est la circonscription électorale du président de la République? N'est-ce pas tous les territoires nationaux? Mais nous avons aujourd'hui un président qui n'a pas été élu par tous les Congolais. Est-ce que cette population dont vous êtes en train de parler, elle vous a dit qu'elle ne se reconnaît pas dans le président actuel seulement parce qu'elle n'a pas participé aux élections du président? Mais pourquoi en son temps vous n'aviez pas demandé au président Félix de ne pas organiser les élections, de se maintenir au pouvoir en attendant que le pays soit libéré? Donc vous voyez, n'est-ce pas, qu'il y a un peu une sorte de raisonnement de deux poids, deux mesures. Lorsqu'il s'agit d'organiser les élections pour accéder au pouvoir, là on dit non,
allons-y, même si le pays est occupé. Mais lorsque maintenant il s'agit d'adopter une nouvelle constitution, on nous dit non, on ne peut pas le faire parce qu'une partie de notre territoire est occupée. Donc je crois que ça, c'est un faux prétexte que je viens d'élaguer là d'un revers de la main. Mais le deuxième point sur lequel on est en train de nous rabattre les oreilles tous les jours, c'est celui selon lequel adopter une nouvelle constitution aujourd'hui, ce serait un coup d'État constitutionnel parce que d'abord la constitution n'a pas prévu le mécanisme de son changement et ensuite parce que le président de la République et toutes les autres institutions étant issues de cette constitution et surtout que le président de la République a prêté serment sur la constitution, de respecter celle-ci et de la protéger, de la faire respecter, que le fait qu'il propose aujourd'hui une nouvelle constitution et qu'ils disent que la constitution que nous avons actuellement est mauvaise, que cela serait un coup d'État, et pas seulement un coup d'État, mais aussi l'infraction de haute trahison. J'ai entendu les plus durs d'entre eux dire que dès que le président entame, n'est-ce pas, la mise sur pied de cette de la commission qui doit réfléchir sur la nouvelle constitution, ils vont saisir la Cour constitutionnelle pour que celle-ci puisse mettre en branle le mécanisme de poursuite du président de la République pour haute trahison. Non, tenez, le président de la République ne peut pas changer la Constitution. Ça, c'est clair et net. Ce n'est pas le président qui va changer la Constitution. Rassurez-vous-en. Mais cela n'empêche qu'en tant que citoyen d'un pays, de notre pays, et premier citoyen, il puisse exprimer son point de vue. Comme il a dit, qui est celui qui peut empêcher tout un peuple de réfléchir sur son sort, de réfléchir sur sa constitution? Qui est ce peuple, qui est cet homme-là qui peut empêcher ça? On a la liberté d'expression, on a la liberté de penser. Et celle-ci implique que nous puissions apprécier les choses que nous avons. Le président peut prendre l'initiative. Et lorsqu'il prend l'initiative du changement de la Constitution, cela ne signifie pas qu'il a violé la Constitution. Sinon, expliquez-moi un peu, nous connaissons le droit pénal. La haute trahison a des éléments constitutifs. Je vous ai montré mon ouvrage hier, n'est-ce pas, sur lequel, plutôt que j'ai écrit, qui traite de la responsabilité pénale du président de la République. J'ai analysé dans cet ouvrage-là toutes les infractions qui sont, n'est-ce pas, prévues par la Constitution et susceptibles d'être commises par le chef de l'État. J'ai analysé ces infractions. Vous pouvez lire cet ouvrage. Vous allez voir que la haute trahison a des éléments constitutifs. Et on ne peut parler de la commission de l'infraction que pour autant que tous les éléments constitutifs soient réalisés sur la tête de la personne qui a commis cette infraction. Mais le fait de prendre l'initiative de changer la Constitution, ce n'est pas une infraction. Ce n'est même pas la violation de cette Constitution-là. Parce qu'au finish, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que le nouveau texte sera soumis au référendum. Et quand on dit que le nouveau texte est soumis au référendum, ça implique qu'on soumet celui-ci au souverain, à celui qui peut prendre la décision en définitive de changer la Constitution sans que cela ne soit constitutif d'une infraction, sans que cela ne soit une violation de la Constitution qui existe.
Je vous ai dit que le peuple, c'est le souverain primaire. Et sur le plan constitutionnel, c'est celui qui est le constituant originaire. Le constituant originaire, c'est le peuple. Et lorsque le peuple adopte la nouvelle constitution, c'est lui qui peut mettre sur pied une constitution. Il peut aussi l'abroger et la remplacer par une autre, sans que cela ne soit constitutif d'une violation de la constitution qui est abrogée. Donc ça, c'est clair et net, parce que le souverain primaire ou le constituant originaire, il a des caractéristiques. Il est souverain, ce qui signifie qu'il est illimité, et c'est pour cela que je vous ai dit, ce que vous reprochez au mécanisme du changement en vous référant aux dispositions internes de la Constitution actuelle, vous êtes en train, donc, en le faisant, comme vous le faites là, vous êtes en train, n'est-ce pas, de vous y méprendre. C'est un mauvais raisonnement parce que ici, nous ne parlons pas de la révision constitutionnelle, nous parlons du changement de la Constitution. Et quand il y a changement de la Constitution, les limites qui sont mises dans la Constitution actuelle concernant la révision ne s'imposent plus. Parce que ces limites-là, le pouvoir de révision, c'est le pouvoir qui est conféré aux constituants dérivés. Alors, en tant que constituant dérivé, il doit respecter la volonté du constituant originaire, qui est celle de lui interdire de procéder à la révision dans certaines circonstances, en certains temps et concernant certaines matières. Donc, toutes ces limites-là, lorsqu'il s'agit de changer la Constitution, sautent. C'est là le problème. Donc, retenez cela, que cela soit retenu pour dit, nous sommes en train de parler du changement de la Constitution. Le changement de la Constitution n'est soumis à aucune condition parce que c'est le domaine de la souveraineté du peuple. Et lorsque le peuple est souverain, tout est possible. Rien ne peut lui être interdit. Donc, j'espère que cela va élaguer tous les malentendus et toute l'obscurité qui a été entretenue autour de ces deux questions. Donc, je crois que je ne serai pas assez long. Je vous demande tout simplement d'aimer, de liker la vidéo, de la partager au maximum parce que nous avons besoin que le plus grand nombre de nos concitoyens soient informés, n'est-ce pas, de tous les tenants et aboutissants, n'est-ce pas, de la question pour que, à bon escient, nous puissions nous décider le moment venu. Comme le président l'a dit dans son allocution d'hier, il a dit le moment venu. Il a dit, j'ai levé l'option, je ne veux pas entrer dans la polémique, je laisse le débat se poursuivre, mais le moment venu, c'est le peuple qui aura le dernier mot. Donc, cela étant, bonne journée et à la prochaine.